Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Dans le sommaire, on parle corruption avec le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui a franchi le mois dernier un pas dans son processus d'opérationnalisation. Comment actionner la machine de la prévention de ce fléau en tant que force de proposition, comme le veulent ses attributs. C'est la principale attente de la société civile béninoise. Ensuite, l'Union africaine évalue sa gouvernance des migrations en Afrique. C'est à la faveur de la réunion de renforcement des capacités des points focaux de l'Union qui se déroule du lundi 8 au mercredi 10 juillet 2024 à Cotonou. Une occasion pour évaluer et comparer le niveau de mise en œuvre des principaux cadres politiques et juridiques sur les migrations au niveau national et régional afin d'en mesurer les progrès et identifier les défis à relever. Et pour finir, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s'ouvrent dans quelques jours à Paris. Plus de 10 000 athlètes de plus de 200 pays sont attendus pour compétir dans plus d'une trentaine de disciplines sportives. Parmi les pays qui seront présents à ces grands rendez-vous sportifs d'été 2024 figure le Bénin qui sera représenté par plus d'une demi-douzaine d'athlètes. Qui sont-ils et qui sont aussi les grands absents? On va le savoir dans la page sport de ce Trésor au Bénin. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a franchi le mois dernier un pas dans son processus d'opérationnalisation. Jacques Migan a été nommé premier responsable de l'entité basée à la présidence de la République le 12 juin passé en Conseil des ministres. L'avocat et ancien bâtonnier doit pleinement actionner la machine de la prévention de ce fléau. Il est attendu sur le chantier de l'approche de prévention de la corruption selon les droits humains, puis en tant que force de proposition, comme le veulent ses attributions. C'est la principale attente de la société civile béninoise, telle que confiée à William Cliquant. Suivant. La création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption répond à un engagement du Bénin, parti à la Convention des Nations Unies sur la corruption. La loi 2020-9 du 23 avril 2020 portant création de cette entité consacre en son article 2 plusieurs missions et attributions à cet organe. La prévention du fléau, la détection des procédures susceptibles de faire le lit à cette pratique, la vulgarisation des textes, l'émission d'avis, de recommandations et bien d'autres. Un pas de plus dans la lutte contre la corruption au Bénin. Dans la chaîne de la lutte contre la corruption, il y a plusieurs maillons importants. Nous avons la prévention, nous avons la détection, nous avons la répression, nous avons ce qu'on appelle la réparation qui comprend le recouvrement, nous avons la coopération. Il faut que les États, puisque c'est un phénomène planétaire, il faut que les États coopèrent pour combattre ce phénomène. Donc pour vraiment un bon programme de lutte contre la corruption, la prévention c'est très important. Les chiffres démontrent à travers le monde que moins d'1% des actes de corruption sont découverts. Prévenir ce mal d'intimité est donc un grand défi avec plusieurs approches, dont celle des droits humains. Les gens pensent en réalité que prévenir la corruption, c'est éditer cette loi par exemple, la vulgariser, ou c'est créer un accès au service de plainte, de corruption, tout ça là. Non, 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 non. Depuis 2015, où nous parlons d'ODD, avec en ligne de 2030, et suivant la BDH, prévenir la corruption, c'est beaucoup plus en fait, c'est-à-dire créer un environnement très peu propice à ce que ce qui est prévu, qui doit être fourni comme service, c'est-à-dire soit distrait, ou soit fourni au rabais, ou soit fourni au rabais en quantité ou en qualité. Et créer cet environnement propice là rentre dans une nouvelle approche de gouvernance publique. Et là, cette loi prédispose le haut commissaire à être un acteur de proposition, à être un acteur, c'est-à-dire engagé auprès des institutions. Il a un agenda très lourd, qui devrait davantage le président capitaliser, tant ce qui est la société civile, nous qui y travaillons depuis des années, tant ce qui est au niveau des communautés à la base. Depuis la création de la Criette en 2018, le Bénin a gagné 7 points dans l'indice de perception de la corruption, au moment où d'autres États de la sous-région ont doublé cette performance courant la même période. Jacques Migan, nommé haut commissaire, 4 ans après la création de cet organe, dispose d'un éventail d'attributions
permettant d'actionner plusieurs leviers. On dit souvent que la corruption, c'est une frasque qui se déploie en une fresque. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul fait, c'est plusieurs faits qui constituent la corruption. Nous avons les actes typiques de corruption, nous avons les infractions connaissant la corruption, que sont par exemple le détournement, l'enrichissement illicite, le trafic d'influence. Donc c'est beaucoup de choses. Et ces choses-là, il faut les faire connaître pour que les gens puissent savoir ce que c'est et pouvoir prévenir et combattre. Donc, il y a du travail. Information, formation, éducation, communication, mais c'est aussi de l'évaluation. Et je suis très content que dans la loi sur le Haut Commissariat, il est prévu que le Haut Commissaire s'occupe de l'évaluation des instruments de mise en œuvre de la lutte contre la corruption. La prévention, c'est aussi la mesure de la corruption. Il faut savoir quel est le volume de corruption que nous avons au Bénin. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'outils pour mesurer le volume de corruption. L'outil le plus en vogue aujourd'hui, c'est pour évaluer la corruption du point de vue de la perception. C'est le cas, par exemple, de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Donc, un organe comme le Haut Commissariat doit pouvoir nous dire chaque année quel est l'état de la corruption dans notre pays. Le Bénin ne dispose pas jusque-là d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Le haut-commissaire est donc aussi attendu sur la question de l'animation du débat général autour de ce phénomène. Le gouvernement béninois a adopté un programme spécial d'intensification des productions maraîchères, bien entendu, et céréalières, d'un montant de 10 milliards de francs CFA, une décision prise en Conseil des ministres du mercredi 3 juillet 2024. Mais ce programme pourra-t-il véritablement résoudre les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les acteurs du secteur agricole? Voici la réponse de Cyril Djouamon, il est socio-agroéconomiste de développement. On l'écoute. La mesure spéciale d'intensification des productions maraîchères et céréalières reste la réponse la plus pertinente à la situation de pénurie, à la situation de manque, érode suffisamment le pouvoir d'achat des ménages, donc qui entame une économie déjà largement tendue. Je pense que face à une pénurie, la meilleure réponse reste l'élévation du niveau de production, reste la suppression des entraves qui font que la production ne répond plus à toutes les attentes, y compris les attentes promesses avec les pays voisins, une mesure conservatoire qui voudrait que l'exportation vers les pays tiers soit limitée, histoire de régler la demande intérieure. Une solution, mais une solution questionnable, en ce sens que lorsque vous avez un produit qui sort, ça reste pour l'économie intérieure une opportunité parce que ça améliore la balance commerciale. Et donc, la meilleure réponse, c'est celle qui devrait amener à augmenter le niveau de production, à chercher des voies et moyens pour supprimer les entraves, mitigent la production et donc ne répondant pas à la demande exprimée à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'agriculture fait face à un certain nombre de défis. Il faudrait que cette cagnotte de 10 milliards qui est pourvue puisse être orientée dans le sens des priorités, en ce sens qu'on parle de production maraîchère, on entend bien. Et lorsqu'on parle de production maraîchère, le goulot d'étranglement à ce niveau, c'est bien l'eau. Et vous savez, autant que moi, que le Bénin a structurellement un problème de maîtrise de l'eau. C'est vrai que des efforts sont faits, mais des efforts restent encore à faire pour que l'eau soit véritablement maîtrisée, gérée au mieux dans le sens d'améliorer ou de donner un coup de pouce à tout ce qui est production de contre-saison et donc production maraîchère. Il faudrait, à mon sens, mener des études pour orienter l'espace cette cagnotte dans le sens des priorités d'aménagement conséquent de retenue hydro-agricole pour maîtriser d'abord l'eau, réaliser les infrastructures qui vont avec, de booster la production maraîchère qui reste véritablement une voie de sortie pour juguler la crise de pénurie que nous connaissons sur certaines denrées de première nécessité. L'autre chose, vous savez aujourd'hui que l'agriculture, la production agricole est une production sous contrainte parce que aujourd'hui, de façon efficiente, lever, c'est faire face à plusieurs défis, notamment en termes d'accès à l'intrant, aussi le changement climatique et la maîtrise de l'eau. Donc autant de défis, il faudrait trouver des réponses véritablement structurelles pour que la production soit plus le niveau véritablement mitigé que nous connaissons, qui ne répond pas véritablement aux attentes.
Mais à la question de savoir quand est-ce que les populations pourront véritablement ressentir les impacts de cette mesure spéciale du gouvernement, Cyril Diohamon pose des conditions pour un changement remarquable dès les mois à venir. Voici ce qu'il propose. Il faudrait donc aller au calme vers pôle de développement agricole qui présente véritablement un avantage comparatif par rapport aux filières, par rapport aux spéculations spécifiques. Vous savez que dans notre pays, le Bénin, les zones agroécologiques ne présentent pas les mêmes avantages comparatifs en termes de filières. C'est vrai qu'il y a des documents qui existent, mais il faudrait que ces documents soient actualisés pour qu'on puisse cibler judicieusement les zones qui seraient à même de fournir les résultats escomptés. Et ça peut déjà être un début, un coup de pouce pour atteindre les objectifs. Et à côté de ça, c'est réfléchir à l'approvisionnement en intrants et toutes choses qui méritent quand même un petit bout de temps, véritablement l'investissement puisse répondre aux attentes. En ce qui concerne les producteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est saisir cette occasion véritablement pour exprimer ce qu'ils ont en termes de besoins, en termes de contraintes. Et donc, ce programme spécial d'intensification va s'attaquer à ces différentes contraintes, histoire de les lever pour qu'enfin on puisse juguler cette pénurie qui n'a que trop duré. Toute occasion de ce genre-là reste une opportunité que tous les acteurs devraient saisir pour régler un certain nombre de problèmes. Ça, c'est des statistiques qui le disent, qu'il y a près de 200 000 jeunes qui entrent sur le marché du travail, sur le marché de l'emploi, mais l'emploi se fait attendre. Et donc, le secteur agricole, avec cette pénurie que nous constatons, reste véritablement un secteur qui pourrait donner une réponse, en plus d'améliorer la balance commerciale, en plus de contribuer à la résorption de tout ce qui est problème de sécurité alimentaire et nutritionnelle que nous connaissons, peut contribuer à la réversion de la question du chômage et du sous-emploi de la jeunesse. Je vous l'annonçais en titre, l'Union africaine évalue, bien entendu, sa gouvernance des migrations en Afrique. C'est à la faveur de la réunion de renforcement des capacités des points focaux de l'Union qui se déroule du lundi 8 au mercredi 10 juillet 2024 à Cotonou. Une occasion pour évaluer et comparer le niveau de mise en œuvre des principaux cadres politiques et juridiques sur les migrations au niveau national et régional afin d'en mesurer les progrès et identifier les défis à relever. Les travaux ont été ouverts par la directrice générale des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur représentant le ministre des Affaires étrangères. Voici le compte-rendu. 3 jours pour renforcer les capacités des points focaux des États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales sur la gouvernance des migrations en Afrique. Cotonou abrite cette importante rencontre qui se déroule à mi-parcours de la mise en œuvre du cadre de politique migratoire pour l'Afrique et son plan d'action 1998-2030. 2 documents essentiels qui seront examinés et adoptés au cours de ces assises. Les 2 documents qui nous rassemblent ici feront de sorte que, s'ils sont validés bien sûr, feront de telle sorte que l'Afrique et les Africains puissent davantage participer, disons, à cette nouvelle ère de la migration qui, qu'on le veuille ou non, comporte quand même beaucoup de défis. On a parlé tout à l'heure du problème un peu de maltraitance des migrants. On a parlé aussi des questions de développement qui interpellent les pays dans le monde, mais surtout les pays africains. On a vu l'année dernière et même jusqu'à présent toute cette vague d'Africains en ce qui concerne ce qu'on appelle la migration irrégulière et qui fait que l'Afrique a perdu. Le Sénégal a perdu beaucoup de ses enfants dans l'océan Atlantique, dans la Méditerranée. Les participants venus de tous les États membres de l'Union africaine et des communautés économiques régionales auront à l'occasion de cette rencontre à partager les expériences et les bonnes pratiques sur la politique migratoire en Afrique. Ils auront également à tirer les renseignements de l'évaluation faite de la mise en œuvre du cadre de politique migratoire pour l'Afrique et la politique commune africaine sur la migration et le développement. Dans cette perspective, et tenant compte des événements récents relatifs au flux massif de migrants irréguliers, avec de nombreuses pertes en vies humaines dans l'océan Atlantique et la Méditerranée en particulier, les conflits entre États africains issus des crises migratoires ainsi que l'émoi provoqués par des traitements inhumains et dégradants
réservés aux migrants aux frontières et sur les territoires de certains pays africains même et européens. L'intérêt de cette rencontre s'établit alors aisément. Les assises de Cotonou permettront aux États membres de l'Union africaine de s'inscrire dans une démarche coordonnée pour orienter l'Afrique et les Africains vers une migration de développement. 113,114%, c'est le taux de réussite du brevet d'études du premier cycle 2024 au plan national. Les candidats à cet examen sont désormais situés. Le délibéré s'est déroulé ce lundi matin dans les locaux du ministère de l'enseignement secondaire, de technique de la formation professionnelle. Je vous invite à suivre la délibération. Comparativement au pourcentage du BEPC session de 2023, qui a été de 69,21%, le taux de réussite d'admissibilité à l'examen du BEPC, session de juin 2024, se présente comme suit. Nombre d'inscrits, 124 859 candidats. Absents, 725 candidats. Présents, 124 134 candidats. Effectifs admissibles, 91 531 candidats, soit un pourcentage de 73,74% de réussite au plan national. Dès cet instant, les chefs d'établissement sont en mesure de télécharger précisément à partir de 14 heures les listes de leurs candidats admissibles sur la plateforme EducMaster. Et puis après ce délibéré, il faut rappeler que les épreuves orales et sportives démarrent mercredi prochain sur l'ensemble du territoire national. Dans la suite de cette édition, bien entendu, nous allons à présent nous consacrer à la Ligue béninoise des droits des femmes qui poursuit son périple national de mobilisation sociale sur les violences basées sur le genre. Le week-end écoulé, les responsables de cette organisation étaient à Dobo, dans le département du Koufo. Bien entendu, une étape où une séance de sensibilisation a été animée au profit des filles et des femmes de la localité. On va faire le point avec Narcisse Alossé. Dans le combat engagé contre la violence basée sur le genre, la commune de Dogbo rejoint le slogan « Il faut briser le silence ». Et les porteurs de ce slogan ici, ce sont les responsables de la Ligue béninoise des droits des femmes. L'objectif, c'était de les sensibiliser par rapport au fait qu'il est temps, à un moment donné, de briser le silence afin que nous puissions avoir des données quantitatives et qualitatives pour mieux continuer le travail que nous faisons. Le travail, lui, tourne autour de ce projet. Plaidoyer national pour l'institutionnalisation et la systématisation de collecte de données sur les violences basées sur le genre. Essayer de les écouter. C'est très important de les écouter, de savoir ce qu'elles vivent beaucoup plus comme violence ici à Dogbo. Et l'instant d'une matinée, plusieurs dizaines de femmes ont été à l'école de la Ligue béninoise des droits des femmes pour savoir comment remonter l'information des violences subies aux autorités pour une prise en charge. Ici à Dogbo, le cas des violences les plus récurrents sont le levirat et le veuvage. Des violences où on dit si l'homme est décédé et qu'on doit rester là et que si les beaux-frères ne décident pas, tu ne dois pas sortir. C'est une violence dont nous devons beaucoup plus parler parce que les cas de levirat, par exemple, ne sont pas renseignés dans notre système actuel. Donc je crois qu'on devrait se pencher dessus et voir comment est-ce qu'on peut aider les femmes à aller mieux dans ce sens. Du coup, beaucoup de conseils ont été prodigués à l'assistance à travers une série de communications. Avec plaidoyer et éducation, la Ligue béninoise des droits des femmes s'est assignée comme mission de lutter contre les inégalités de genre et à offrir des solutions pour soutenir les femmes et les filles. Et bien voilà, nous sommes en sport à présent. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s'ouvrent dans quelques jours à Paris.
plus de 10 000 athlètes de plus de 200 pays. Ils sont attendus pour compétir dans plus d'une trentaine de disciplines sportives. Parmi les pays qui seront présents à ces grands rendez-vous sportifs d'été 2024 figure le Bénin, qui sera donc représenté par plus d'une demi-douzaine d'athlètes. Je vous propose ici la liste des différents athlètes qui, bien entendu, vont défendre les couleurs nationales à Paris dans les tout prochains jours. Ils seront 7 à défendre les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Parmi les différents athlètes, 2 ont pu obtenir directement leur qualification. Il y a Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres. La guépard de la Pandjari a décroché son ticket en terminant 3e au meeting international de Montreux avec un chrono d'1 minute, 58 secondes et 70 centièmes. Il y a également Valentin Winato. L'athlète judoka de moins de 81 kg s'est qualifié pour les Jeux olympiques grâce à sa 7e place au championnat d'Afrique de judo 2023. Trois autres athlètes béninois seront à Paris grâce au principe de l'universalité. En athlétisme, il y a Didier Kiki, actuel meilleur sprinteur béninois au 100 mètres, qui sera sur cette épreuve des Jeux olympiques de Paris 2024. En natation, il y aura Dodi Roger Padé sur le 100 mètres d'eau et Eliane Douillet au 50 mètres nage libre pour défendre les couleurs nationales. Parallèlement aux Jeux olympiques, le Bénin aura 2 athlètes pour le représenter aux Jeux paralympiques. Il s'agit de Faisal Atiba, athlète paralympique, et Marina Rundaloyan, lanceuse de poids. Faisal Atiba a obtenu sa qualification lors du 7e meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan de Marrakech grâce à ses 2 médailles d'or remportées au 100 mètres et au 200 mètres et la médaille de bronze au saut en longueur. Et puis, pendant qu'on connaît le visage des athlètes, justement, béninois qui seront aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, on a aussi une idée de la liste de ceux qui ne seront malheureusement pas. Sur cette liste figure Odile Aranwanou, triple championne d'Afrique en titre en heptathlon et médaillée d'or aux récents Jeux africains d'Accra 2024. Les détails de son absence avec Candide Ronrento. Odile Aranwanou ne sera pas au JO de Paris 2024. La spécialiste de l'heptathlon n'est pas parmi les 7 athlètes qui vont représenter le Bénin aux Jeux olympiques et paralympiques qui s'ouvrent dans les prochains jours dans la capitale française. Lors de sa récente sortie à Douala au Cameroun pour les championnats d'Afrique d'athlétisme, où elle a conservé son titre avec 5 777 points à 703 unités du total requis pour les minima, Odile n'a pu se qualifier directement pour ce grand rendez-vous sportif. La triple championne d'Afrique avait une autre possibilité pour obtenir un billet pour les Jeux olympiques. Ceci, si elle était bien classée au ranking international. Mais étant restée inactive avec à la clé 2 championnats du monde d'athlétisme ratés en 2021 et en 2022, Odile Aranwanou n'a pu totaliser les points cumulés nécessaires pour s'offrir une place parmi les 24 meilleurs athlètes en heptathlon au plan international. Par conséquent, elle n'est pas qualifiée au ranking international qui était sa seconde possibilité pour décrocher un billet pour Paris. Un coup dur pour la médaille d'or aux derniers Jeux africains et pour l'athlétisme béninois. Un coup dur, vraiment. On parle football à présent pour finir cette édition. Prophétie Football Club de Bazompa s'attendait à fêter son sacre au soir de la grande finale du tournoi Fair Play de Bodjer, mais la coupe a changé de direction. C'est plutôt Black Dean FC de Dekungbe qui soulève le prestigieux trophée sur une marque étriquée d'1 but à 0. Retour sur les temps forts de cette finale en images et en son. Sous le regard curieux des spectateurs, la rencontre démarre après le coup d'envoi de l'arbitre. La pression observée de part et d'autre par les équipes en première période aboutit à un nul et vierge.
Au second acte, le jeu monte en intensité. Les cendres de Dekungwe acculent le camp adverse. Prophétie FC de Bazumpa cède à la pression élevée quand le capitaine Nafiou Kassa déclenche une frappe et Étienne Zigan, voulant contrôler le ballon, marque contre son camp. Menés au score, les Oranges de Bazumpa font des percées pour parvenir à l'égalisation. Mais le mur érigé par Black Dan FC les contraint à garder le titre de vice-champion. Plusieurs catégories de personnes de différentes origines et statuts, ce qui en même temps se penche vers le tourisme en quelque sorte. Développer le quartier Boyewome est la première intention cachée derrière ce tournoi et puis révéler les talents, voilà, si possible, à la Fédération béninoise du football. Ce qui a été notre faveur, que à la première mi-temps, on a laissé l'équipe adverse jouer. C'était déjà une équipe qu'on a rencontrée dans les tout préliminaires en match de poule. On a fait match nul. Et aujourd'hui, on s'est préparé, on a dit qu'on doit forcément gagner cette coupe-là. Parce qu'une finale ne se joue pas deux fois. Le tournoi a bénéficié du soutien de la chef quartier. La vie maintenant, c'est la jeunesse. Hein. Sans la jeunesse, n'a pas le développement. Et aussi, nous sommes en vacances. Il faut ambitionner les enfants, surtout pour le foot. Au titre des récompenses, l'équipe championne part avec un jeu de maillot, la coupe et une enveloppe financière de 200 000 francs CFA. Les vice-champions reçoivent un ballon et une somme de 60 000 francs CFA. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. Dans la suite de nos programmes, 16h30, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.